Salut, salut, c'est Richard alias HeroQuest France. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le jeu Resident Evil 2. Alors, qu'est-ce que c'est déjà que Resident Evil? Eh bien, comme je vous le montre, c'est un jeu PlayStation 1 sorti sur la console de Sony en 1996 et édité par Capcom. Capcom qui nous avait jusqu'alors habitués à des jeux de combat comme Street Fighter. Là, il se lance dans un nouveau genre, un jeu d'action-aventure, mais dans l'horreur, et qu'on va aussitôt appeler un survival horror. Vous incarnez un personnage, il y en a deux dans le jeu de base, un parcours un peu plus facile avec le personnage féminin, un parcours un peu plus difficile avec le personnage masculin, et donc des fins différentes. Voilà. Alors, pourquoi on dit que Resident Evil lance le style du survival horror? Tout simplement parce que c'est vraiment le premier jeu qui sort sur console avec un réalisme assez terrifiant. Alors oui, il y a des puristes qui vont me dire, mais il y avait Alone in the Dark avant, il y avait Wolfenstein, et ben, je vous dirais, il y avait aussi Infernal Runner sur CPC 464 à l'époque. Il y en a tout plein des survival horror, mais on va dire qu'à partir de la console de Sony qui peut générer des séquences vidéo, eh bien on se retrouve ici avec une mini intro, une mini conclusion avec des fins différentes, avec de vrais acteurs qui filment, voilà, ça vous met direct dans l'ambiance. Il y a des musiques de malades, hein, des trucs vraiment sinistres, des superbes décors en 2D avec un personnage en 3D. Et voilà, pour l'histoire, elle est classique, hein, on va dire. Il s'agit d'un groupe de militaires qui se retrouvent isolés dans un manoir et qui vont découvrir que tous les occupants de ce manoir sont transformés en zombies à cause d'un certain virus, le fameux virus T. Et plus ils vont avancer dans l'aventure, plus ils vont débloquer des créatures terrifiantes. Des chiens zombies, des araignées géantes, des serpents géants, bref, toutes les mutations possibles dues à ce fameux virus. À la fin, ils affrontent donc une arme biologique ultime, le fameux virus T, hein, le fameux T pour tyran, et ils arrivent à faire péter le laboratoire. Et on n'en parle plus. Le jeu connaît un succès monstrueux, il y a des tas d'adaptations sur plein de consoles, et donc on va se retrouver avec une version non censurée aussi en 1997, qui sortira aussi avec une démo de Resident Evil 2. Donc Resident Evil 2, la version américaine, dans laquelle on pouvait même gagner une place dans le film, eh bien, est édité en même temps que le Japon, c'est-à-dire en janvier 98. Sauf qu'en 97, Resident Evil 2, et c'est pour ça que j'insiste sur ce petit point, devait sortir, mais il a été annulé, entièrement refait. On le retrouve sous sa forme 1.5, Resident Evil 1.5, sur Internet. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, vous pouvez aller voir, c'est le proto de Resident Evil 2. Bon voilà, il y a une sombre histoire malheureusement avec des équipes d'informaticiens qui se sont partagés la démo jouable de ce jeu pour soi-disant en faire une suite. Ça fait des années que ça reste à l'état de projet invivable. Enfin, c'est un peu dommage. Mais en tout cas, Resident Evil 2, quand il sort, c'est un véritable carton. Un carton avec des critiques. Aux États-Unis, on tire sur des policiers, alors qu'en fait, il s'agit de zombies policiers. Au Japon, on a carrément le père des zombies, George A. Romero, qui nous fait un mini-film promotionnel pour la pub du jeu, donc c'est vraiment quelque chose de colossal. On a aussi des files d'attente monstrueuses devant les magasins, et à côté on a aussi des files d'attente monstrueuses devant les magasins d'occasion, parce que le jeu se termine très rapidement, et ça crée même une polémique au Japon, où des extrémistes apparemment essaient de faire passer une loi pour empêcher la revente de jeux d'occasion. Voyez s'il en est de Resident Evil 2. Quoi qu'il en soit, cet opus est différent. Alors, on propose toujours deux personnages qui vont vivre deux aventures différentes. Quand vous commencez une aventure avec le disque 1, par exemple, de Léon, eh bien, Léon, qui est un flic qui débarque dans la ville infestée de zombies, la ville Raccoon City, eh bien, vous allez jouer le scénario 1. Et quand vous finirez son scénario 1, vous allez débloquer le scénario 2 de Claire, le deuxième personnage qui est la sœur d'un protagoniste du premier. Voilà, donc un jeu assez complexe avec des scénarios secrets qui sont cachés dans le jeu de base. Un qui est tofu, on en parlera tout à l'heure. Il y a eu aussi un mode Extreme Battle plus tard, etc. etc. Mais voilà, donc là on va s'attaquer à Resident Evil 2, le jeu de plateau, financé en Kickstarter par la société Steamforge Games, spécialisée dans la reprise des marques de jeux de vidéos en jeu de plateau. Et l'an dernier, donc, ils ont réussi à faire leur campagne. Alors, campagne uniquement lancée en anglais. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que le jeu va sortir en français. Qu'on m'a demandé dans le forum de montrer un peu le contenu de tout ce qu'il y avait, parce que malheureusement, vous allez voir, tout ne va pas sortir en France pour le moment. Du moins, Sherwin, le réalisateur et leader du projet, est en train de réfléchir à comment sortir les autres extensions en français avec l'éditeur. Donc c'est parti. Le chat vient de le dire.
il faut démarrer cette vidéo. Allez, c'est parti. Après le gong que m'a fait le chat, c'est-à-dire une fois que je l'ai foutu dehors, on ouvre la boîte de Resident Evil 2, donc le jeu financé par Steamforge Games sur Kickstarter l'an dernier. Alors, pourquoi j'en parle? C'est parce que l'éditeur français, bien entendu, va sortir la version française, fort heureusement. Il n'y a pas tout, donc comme j'expliquais, Sherwin, le réalisateur du projet, va essayer de faire on va dire, de son mieux pour nous sortir les extensions aussi. Et ça vaut le coup. Par contre, je vais aussi vous montrer certains points négatifs de ce jeu. Il y en a deux principalement qui me dérangent. Le reste me va très bien. Enfin, il y en a un troisième aussi, mais ça, c'est un peu tout le monde qui fait pareil. Donc voilà. Alors, tout d'abord, quand on ouvre, qu'est-ce qu'on a? On a une capture d'écran du lancement du jeu vidéo. Ce jeu contient des scènes de violence explicite et de gore. Bon, c'est un clin d'œil pour les fans, un poster, mais que vous voyez déjà assez sombre. Là, on touche le premier défaut. Et vous allez voir, ça va s'accentuer un peu plus tard. Ensuite, comme d'habitude, on a un livret de règles très très clair, très très bien illustré. Franchement, voilà, ça explique tout correctement, de manière très franchement divertissante. Et puis vous avez aussi des scénarios et des règles additionnelles, comme ici, donc une page de règles additionnelles. Alors vous allez me dire, ouais, mais moi j'ai envie de jouer qu'avec les règles basiques. Vous pouvez, mais les scénarios vont vous forcer à utiliser les règles additionnelles. Donc vous avez plein de personnes sur Internet qui vous expliquent ces règles additionnelles, en quoi ça sert, en quoi elles sont utiles, etc. etc. Et c'est vrai que franchement, c'est pas mal. Donc Resident Evil 2, pour moi, est beaucoup mieux qu'un zombicide. Déjà pour le bestiaire, que vous allez voir, qui est monstrueux, tellement il est grand. Il reprend vraiment toutes les créatures de Resident Evil 2 et va au-delà en proposant aussi des figurines de Resident Evil 1.5, le fameux Resident Evil qui a été annulé. Donc ça, on va y revenir. Alors, le livret de règles, le livret des scénarios. Là, on va toucher au deuxième point qui me chiffonne. Tout est visible, c'est-à-dire que vous avez la carte, vous choisissez les tuiles, vous les placez telles qu'elles doivent être placées. Vous avez des notes avec des tables particulières, donc à chaque tour, il y a des événements qu'on appelle le tirage des cartes tension. Donc voilà, vous avez un paquet qui est constitué d'entrées de différentes cartes tension, et vous avez des lieux de couleurs différentes sur les cartes qui correspondent en fait à des tirages de cartes spécifiques et d'événements spécifiques, pardon, via des tableaux. Donc est-ce qu'il va y avoir des zombies qui vont apparaître, est-ce que rien ne se passera, etc. quand vous rentrez dans un lieu jaune ou un lieu rouge. Enfin bon, bref, tout ça, c'est vraiment bien. Ça change de zombicide, c'est sûr, si on veut s'amuser à comparer. Hein. Donc quand on a beaucoup de jeux comme moi, forcément, on cherche le meilleur, tout comme le plus petit détail qui va faire que le jeu ne va pas me plaire ou je vais devoir modifier telle ou telle règle. Bon, là, il n'y a pas grand-chose à modifier, si ce n'est que, avant d'avancer plus loin dans l'explication, c'est vrai que Resident Evil 2, c'est un jeu coopératif. Malheureusement, c'est cette mode qu'il y a actuellement, et alors maintenant ça s'accentue encore pire avec des applications mobiles, tablettes, etc. Donc le jour où vous voulez jouer à la campagne sans votre téléphone, ou vous voulez jouer lors d'une coupure de courant, vous êtes plutôt mal. J'aime pas ça, parce qu'on vend du vide, des applications avec très probablement des serveurs qui sont disposés pour le moment à titre gratuit, peut-être qu'ils deviendront payants. Donc ça, c'est une réflexion un peu philosophique sur le marché aujourd'hui, cette tentative d'introduire de l'informatique dans un jeu de société, alors que je trouve que c'est pas le but. Un jeu de société, c'est se mettre autour de la table et jouer tous ensemble et on rigole. Alors je veux bien que ça simplifie parfois la tâche du maître de jeu, mais là, voyez, et j'y viens, il n'y a pas de maître de jeu, et c'est vraiment le deuxième point noir de ce jeu. On a un jeu porte-monstre trésor, digne de Donjons et Dragons, HeroQuest, tout ce qu'on a connu dans le passé. Donc on pouvait découvrir, comme dans le jeu vidéo, l'avancée des personnages au fur et à mesure de leur exploration, donc dans des couloirs, dans des pièces, etc. Donc découvrir des salles, des trésors, des monstres. Eh bien là, Sherwin, le créateur du jeu, si tu m'entends, il a tout effacé. On lui a pourtant dit dans la campagne, etc. C'était dommage que ça devienne un jeu coopératif. Bon, soit, c'est une mode, alors il faut l'accepter. Peut-être qu'on aura des règles supplémentaires dans l'avenir qui transformeront ce jeu en véritable survival horror porte-monstre trésor. Mais là, on est plus sur un jeu un peu tactique où il faut progresser. Alors oui, il y a du suspense quand on ouvre une porte, il y a encore du spawn qui peut arriver, etc. Mais bon, voilà, si on voulait faire évoluer le jeu avec des éléments de mobilier, etc., donc vraiment créer un Donjons Dragons ou un HeroQuest-like, et bien malheureusement, c'est pas avec Resident Evil que vous allez être
satisfait. Pour le moment, il n'y a pas encore de ce type de jeu dans le contemporain, on va dire, puisque c'est quand même un jeu qui se déroule, on va dire, plus ou moins à notre époque. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre dans la boîte? Donc des jetons, forcément, on a tout plein de jetons, des jetons pour les points de vie, pour l'état, pour marquer des impacts, etc. On a des jetons de mur ici qui sont vraiment très sommaires, très fragiles aussi, c'est juste des bouts de carton, donc certains se sont amusés déjà sur internet à laisser des fichiers 3D pour imprimer, parce que là franchement ça craint. On a ce type de jetons aussi pour des bestioles et pour des traces de sang, des impacts, etc. Donc ça c'est quand même pas mal. On a une grande innovation que j'adore et qui est excellente, c'est celle-ci, c'est-à-dire les jetons pour maintenir le compte des points de munitions, enfin des munitions en fait, de nos armes. Donc que ce soit le fusil à pompe, la mitraillette, etc., etc. On tourne simplement une molette, en plus il y a des pièces de remplacement, donc c'est vraiment génial. Je trouve que c'est là vraiment un super point, donc encore des jetons de points de vie, etc. Là on commence à voir le premier défaut dont je vous parlais, l'obscurité totale. Resident Evil est un jeu de société, certes, mais quand même, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est à l'impression ou est-ce que c'est vraiment voulu? En tout cas, le travail des dessinateurs, designers, il est foutu à la poubelle parce que tous les jetons, comme vous le voyez, ben, ils sont noirs. On a du mal à voir les dessins de portes. Ici, ce sont des portes ouvertes et des portes fermées. Pour moi, c'est catastrophique. Mais vous allez voir, c'est encore pire sur les tuiles. Donc là, justement, j'y viens. Hein. Vous voyez, on a des escaliers. Alors là, je suis en plein jour. J'ai essayé de faire la vidéo de nuit, mais même avec un rétroéclairage assez puissant, on ne voyait pas correctement. Il y a un reflet, il n'y a pas de filtre malt sur les tuiles. Donc, résultat, c'est une horreur. C'est vraiment le point noir de ce jeu. En espérant que l'édition française corrige ce problème. S'il ne corrige pas, tant pis. Je pense que beaucoup vont passer le pas en disant je prends le jeu pour les figurines mais pas pour voilà, ou alors ils vont pas prendre le jeu du tout, ou alors ils vont prendre le jeu et ils vont faire comme moi, ils vont scanner tous les éléments et puis les éclaircir et les imprimer, parce que je ne vois que ça pour pouvoir bénéficier du dessin original, ce qui est vraiment dommage. Et ça, on va le voir de suite avec les tuiles. Bon, ça, ce sont les dessous de fiches de personnages. Donc, on colle sa carte de perso juste dessus. On a un petit jeton pour le maintien de la vie. Donc, ça va de fine, c'est-à-dire bonne condition, jusqu'à danger. Voilà. Et ensuite, à l'intérieur, donc, on a les dés de combat. Donc les dés de combat qui sont une chance sur 6 de tuer un zombie avec les dés, une chance sur 6 de le faire reculer, et puis bon, il y a un dé aussi pour les matrices, donc un dé classique, un dé 6, et puis après vous avez les dés d'esquive aussi qui sont pareils, donc vous pouvez esquiver des zombies, voilà. Bon, ça je vous laisse voir les règles avec d'autres vidéos, voilà. Moi j'étais là surtout pour vous montrer le contenu, donc outre les cartes, etc. Surtout vous montrer les figurines. Donc dans la boîte de base de Resident Evil, qui est quand même vendue dans les environs de 80-90 € selon le revendeur, il est déjà en précommande, il faut le savoir. Vous avez des tas de figurines, et avant de voir ça, on va regarder les tuiles. Alors voilà, ce que je vous disais, c'est les tuiles. Voilà, donc vous avez ce reflet qui est incessant, qui est assez pénible dès qu'il y a un peu de lumière. Vous avez les points de spawn des zombies. Bon, ça avait été sujet à discussion. J'avais demandé lors de la campagne si Sherwin voulait bien les enlever, nous les remplacer par des jetons cartonnés, parce que comme ça nous aurait permis de bénéficier de tuiles vierges pour pouvoir faire son plateau et ses aventures soi-même. Ça n'a pas été retenu, apparemment il y avait un coût supplémentaire, voilà. Alors j'ai reçu des tuiles, comme vous le voyez, en très mauvais état. J'ai envoyé un message à Steam for Games depuis, presque 8 mois bientôt, hein, depuis qu'on a reçu le Kickstarter, et j'ai eu aucune réponse. Je suis plutôt déçu par... alors est-ce qu'ils ont eu mon mail, est-ce qu'ils n'ont pas eu zappé la chose, j'en sais rien. Alors le problème, vous voyez, c'est que pour justement découvrir que là il y avait un couloir, on voit rien du tout de tous les beaux dessins qui étaient sur le côté, les fenêtres, etc. C'est tout sombre, on voit que dalle, donc il faut vraiment jouer en plein jour pour essayer de comprendre quelque chose. Alors là c'est pire, on a même du mal à décerner quel est le dessin, est-ce que ce sont des rues, est-ce que ce sont des plaques de métal d'un couloir ou des égouts. C'est bien dommage, là c'est le point noir number one. Donc number one, c'est ces tuiles bien sombres. Number two, c'est le fait que ça soit pas un porte-monstre trésor avec un maître de jeu. Et numéro 3, eh bien vous l'avez sous vos yeux. Il n'y a qu'une partie du bestiaire de Resident Evil 2
le bestiaire qui est monstrueux. Donc j'essaierai de prendre tous les éléments de toutes les boîtes et de faire une photo pour que vous puissiez comprendre. Alors dans la boîte on retrouve quoi? Bon, on retrouve forcément les héros en gris. Donc là on a bien Léon et Claire, chacun équipé de son pistolet d'entrée. Donc les deux protagonistes qui vont pouvoir jouer. Là où ça déraille un peu, et c'est ce que je vous expliquais, c'est que, outre le fait qu'on retrouve Ada, l'espionne qui va aider Léon dans ses aventures, mais qui va aussi le trahir sur la fin, donc là c'est un spoiler de Resident Evil 2 si vous ne connaissiez pas, on a cette figurine. Alors ben, on se demande ce que c'est, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi il y a ce personnage? Ce personnage c'est Robert Kendo, qui vous menace de son fusil à pompe dès la première porte que vous ouvrez dans le jeu, puisque c'est le premier survivant que vous rencontrez qui dure 10 secondes. Hein, la vitre de son magasin explose, et là il se fait bouffer par des zombies, donc vous avez le choix, soit fuir, soit combattre les zombies, ou essayer de récupérer l'arme sans trop vous faire niaquer. Donc bon, ben, on nous a donné cette figurine. Et on inclut Robert Kendo dans des scénarios, parce que dans la version 1.5, celle qui a été complètement abandonnée, eh bien Robert Kendo était un personnage principal. Donc petit hommage pour les fans, si vous êtes fan, comme je viens de dire, ce mot magique, vous avez vraiment tout le bestiaire si vous arrivez à obtenir tout de la part de Steamforge Games ou de l'éditeur français. Quand on pense qu'une figurine des fois d'un jeu vidéo, etc. est vendue 20-30 euros, là vous avez la totale. Donc qu'est-ce qu'on y retrouve? Eh bien, on y retrouve donc des zombies. Alors vous voyez à chaque fois ils sont vendus, enfin ils sont laissés en double on va dire. Donc là on a des zombies policiers, sans casquette, que l'on peut croiser dans les rues de Raccoon City, hein, la ville infestée de zombies, puisque là aussi il y a une histoire de laboratoire caché sous le commissariat dans lequel vous allez vous réfugier dès le début, où vous allez affronter des horreurs, découvrir la vérité, tracée par le parking, les égouts, une usine, le laboratoire, parce qu'il y a toujours un laboratoire souterrain dans ces histoires-là, et enfin vous pourrez gagner la partie. Donc vous voyez, on a des petites figurines de zombies qui sont bien sympathiques. Donc il y a des hommes, il y a des femmes, la parité est bien respectée, elles sont fidèles aux positions du jeu vidéo, donc quand vous les rencontrez, voilà, c'est vraiment sympathique. Si vous avez la bande originale du jeu, je vous conseille de jouer avec. Là où c'est encore mieux, c'est qu'on a en plus des zombies, on a des chiens zombies, ils sont tous avec des positions différentes, donc 4 chiens zombies ici, tous différents, donc position inversée, mais ce qui n'était pas bête hein, dans un sens, et des chiens zombies, donc plus rapides, plus redoutables que les zombies eux-mêmes. Voilà. Ensuite on a les Lickers, donc les Lickers qui remplacent les Hunters du premier. Les Hunters étaient les Hunters, si on veut le mettre au pluriel, étaient des créatures redoutables qui pouvaient vous décapiter, etc. Il en est de même pour les Lickers. Ils ont une langue terriblement longue qui peut vous égorger. Ils sautent, voilà, et puis c'est des adversaires redoutables. Donc les liqueurs, là on a 2 liqueurs classiques, parce qu'on va voir qu'il y a une version évoluée un peu plus tard. Donc que l'on retrouve dans le commissariat. Donc franchement là d'entrée on a des zombies, des chiens zombies, des liqueurs, et on a 2 espèces de boss. Donc les boss, les voilà. Alors attendez, j'essaie de remettre ça parce que c'est pas évident. Voilà. Alors, quand on joue à un scénario 1, que ce soit avec Léon ou Claire, le premier monstre que l'on va rencontrer, ça va être celui-là, c'est-à-dire le virus G. Il s'échappe du corps normalement d'un journaliste, Bertolucci, que vous rencontrez normalement dans une prison du commissariat. Il a été attaqué par William Birkin qui s'est injecté le virus G, donc un nouveau virus. En plus de libérer le virus T, lui s'injecte le virus G et il va pondre un peu comme dans Alien un embryon dans le corps du pauvre journaliste. Et c'est cette première créature que vous allez rencontrer. Elle est vraiment fidèle à l'original. J'adore cette figurine. William Birkin donc va s'injecter le virus et va subir plusieurs mutations. Donc là, on a dans la boîte de base une mutation qui est en fait, et c'est là où ça devient un peu bizarre, l'une des dernières mutations. Donc là, normalement, c'est quand il vous attaque à la fin du scénario 2, lorsque vous descendez avec le train dans le laboratoire. Donc le train de l'usine mène à un complexe secret du laboratoire via un ascenseur, et cette créature vous attaque. On verra tout à l'heure dans les autres boîtes quelles sont justement les autres créatures. Donc vous voyez que dans la boîte de base, il paraît ne pas y avoir grand chose, mais il y a pas mal de tuiles, des salles, des couloirs, etc. On a les petites fiches donc, pour 4 joueurs, 4 personnages. On a des tas de dés et bien entendu
de jetons cartonnés. On a les fameuses munitions qui peuvent se compter donc facilement en tournant une molette. Et on a les livrets que voici. Voilà. Alors je vous conseillerais, ce qui est franchement pas bête, d'acheter des dés. Moi j'en ai pris 2 packs, donc 2 packs différents, 2 emballages différents. 2 packs de dés parce que franchement, ça devient pénible de faire passer les dés tout autour de la table. Alors les dés sont gravés, donc ce qui permet de les tenir en main, et si l'illustration, la peinture blanche, par exemple ici, s'efface, vous pourrez, à l'aide d'un marqueur, faire revivre votre dé. Voilà, donc franchement, mis à part le fait que les tuiles sont vraiment trop sombres, et c'est un défaut qu'on avait abordé maintes et maintes fois dans le Kickstarter, sur le sujet de conversation, même si j'ai pas mis... voilà le petit filtre en plastique avant. Eh bien, on a une absence de maître de jeu qui est un peu décevante parce que c'est l'âme de Resident Evil que d'explorer, de découvrir qu'est-ce qu'il y a caché derrière telle porte, qu'est-ce que voilà. Et le reste, eh bien, ça suit une mécanique implacable. 4 actions par tour, vous pouvez avancer, tirer, ramasser un objet, changer un objet, ouvrir une porte, fermer une porte, fouiller, etc., etc. Donc on est vraiment dans un jeu qui va au-delà d'un zombicide classique. Donc bon, voilà, pour les puristes, en tout cas, moi, si vous voulez, j'avais cédé à la nostalgie. Voilà, quand Zombicide est sorti, j'avais des zombies, j'attendais ça depuis longtemps, ça me rappelait Resident Evil. Finalement, ils ont sorti Resident Evil, donc j'ai vendu tout mon Zombicide, ce qui est pas plus mal. Parce que là j'ai vraiment tout ce que je voulais. Allez, donc deuxième vidéo que je vais attacher à la première pour la première extension du jeu, parce que là nous avons les scénarios 1 dont j'ai parlé tout à l'heure, on n'a pas les scénarios 2. C'est parti, donc première extension du jeu qui sera aussi disponible en français aux alentours de 30 €, les B-Files, c'est-à-dire le deuxième scénario du jeu, donc un peu plus complexe. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a tout d'abord le livret comme d'hab, avec les nouvelles règles, les nouvelles créatures, les nouveaux scénarios, etc. etc. Et on s'aperçoit que le contenu devient un peu plus riche, tout simplement parce qu'on nous rajoute de nouveaux zombies avec des positions différentes, des boss et des nouveaux liqueurs, avec des nouvelles tuiles qui, au fur et à mesure, complètent le commissariat, les rues de dehors, le sous-sol, etc. etc. Donc, pareil, donc là on a des tuiles quand même qui sont un peu plus claires par rapport à tout à l'heure. Par contre, vous voyez, dès qu'on retourne... voilà, c'est dommage, on avait un éclairage par là qui éclairait un peu la pièce, là on voit même pas ce qu'il y a sur les murs, voilà, donc là on a une petite lampe qui éclaire un peu, mais on voit rien, on voit pas le sol, c'est vraiment dommage, on sait même pas si c'est un égout, si c'est... Bon, voilà, le défaut m'énerve franchement, il n'y a pas que moi, on est nombreux à avoir gueulé, entre guillemets, dans le forum. Puis le forum a disparu, donc certains sont allés sur Facebook, d'autres sont allés sur d'autres sites de jeux. Bon voilà, donc vous voyez, c'est très facile de faire des aventures. Une case donc peut contenir jusqu'à 4 figurines simples, 2 figurines doubles ou une figurine double et 2 figurines simples, et une grande figurine. D'autres sont beaucoup plus imposantes, on le verra. Donc voilà, alors plein de nouvelles tuiles pour cette extension, des nouveaux jetons, les escaliers, voilà, des petits trucs de flammes là, des petits jetons pour indiquer du feu, donc des passages bloqués. Les nouvelles cartes d'équipement et de personnages, puisque les boss sont régis par des matrices. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc à l'intérieur, eh bien, on retrouve donc 2 liqueurs comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, ils sont différents. Ceux-ci sont des liqueurs évolués, donc ils ont des griffes beaucoup plus longues et ils sont plus résistants. On les rencontre dans le jeu vidéo à la fin, dans le laboratoire. Donc là, on a 2 nouvelles figurines avec 2 positions différentes de liqueurs. Franchement, ça vaut le coup. On a aussi, et c'est là où ça devient super intéressant, le fameux virus T, donc qu'on appelait Mister T ou Mister X dans certains manuels de jeu, qui est catapulté normalement par la société Umbrella qui développe le virus directement sur le toit du commissariat. Donc ce monstre nous traquait dans le scénario B, uniquement dans le scénario B, c'est pour ça qu'il se retrouve dans les B-Files. Il était quasiment immortel, voilà. Et donc à la fin on arrive à le plonger dans une espèce de cuve de lave, un peu comme Terminator, hein, ça suit un peu le même scénario, et on se retrouve donc avec la mutation finale au laboratoire de ce fameux virus T. Et bon, bien entendu, on a à nouveau des nouvelles figurines de laborantins, donc des figurines de zombies, donc apparemment peut-être des patients avec des vestes, les laborantins avec les vestes aussi, voilà, pas grand chose au niveau des figurines.
Un contenu beaucoup plus riche, des nouvelles créatures. On varie les figurines des zombies parce que sinon c'est pénible de voir toujours la même figurine. Ça depuis Gamezone, je suis désolé, mais c'est vrai que j'y mets un point d'honneur. J'en ai marre d'avoir des figurines 20 fois la même, voilà. Même si elle va faire 5 minutes sur le plateau, j'aime bien avoir de la variété. Donc là, franchement, une petite extension nécessaire parce qu'elle contient la suite de l'histoire. Donc là, quelque chose que je vous recommande. Et ça sera en français aussi, donc boîte de base plus ça, on est déjà à 110-120 euros. On rajoutera donc cette boîte. Alors qu'est-ce que c'est que la Survival Horror Expansion? Alors c'est une troisième boîte qui va apparaître en français. Donc là aussi des nouveaux scénarios, beaucoup de personnages du jeu vidéo qui enfin se retrouvent ici en forme de héros, des créatures supplémentaires qui manquaient cruellement, et des petits bonus, donc on va en parler. Des fiches de personnages donc pour chacun d'eux, des nouvelles cartes, des nouveaux jetons, un mode de jeu difficile qui peut être expérimenté, un mode joueur contre joueur, les mini-boss et les nouvelles aventures qui complètent donc là dans les égouts. Vous voyez donc ici on a un plan des égouts avec une mission dans les égouts. Donc on commence, on a le laboratoire, enfin les rues de Raccoon City, le commissariat avec son premier étage. On a aussi donc le sous-sol du commissariat avec ses prisons, etc. On a les égouts, ça commence à se compléter, donc on commence franchement à avoir un sacré bestiaire avec cette extension. Pourquoi? Parce qu'on y retrouve enfin les fameuses tarentules géantes, donc issues de la mutation du virus T, qui se retrouvent dans les égouts normalement. Donc là, ça y est, on a enfin les araignées géantes et ces deux modèles différents. Donc on apprécie. On a enfin les monstres plantes qui sont dans le laboratoire final. Donc là, franchement, elles sont réussies, elles sont vraiment ressemblantes, c'est super. On a la petite chérie qui est un personnage principal du jeu, puisque Claire Redfield, le premier personnage qui fait un peu la jonction avec le premier jeu Resident Evil, puisque c'est la sœur de Chris Redfield étant le héros principal de Resident Evil 1. Eh bien, Claire Redfield donc, va rencontrer cette petite gamine perdue qui détient en fait la clé, un antivirus au virus G et en même temps, je crois, au virus T, si je me souviens bien. Enfin, dans tous les cas, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est un personnage qui est jouable et qui ne peut pas attaquer. Donc, elle a une particularité, c'est vraiment que son jeu à elle est stressant. Donc, on peut jouer avec. On a bien sûr les cartes, etc. On a les parents. Les parents donc de cette petite gamine qui sont en fait les laborantins qui ont créé le virus T, le virus G et voilà. Donc là William dans sa forme normale avant de s'injecter le virus et sa femme Annette Birkin qui est aussi aérée dans les égouts à la recherche de sa fille et qui traque en fait les agents d'Umbrella venus chercher le virus. On retrouve un personnage principal, Brian Irons, qui est le commissaire du commissariat de Raccoon City, tout simplement. Un véritable psychopathe fan de taxidermie qui, par les sous-sols et portes secrètes du commissariat, accède aux égouts, au réseau d'égouts et au laboratoire. Donc il est de mèche avec le laboratoire. Voilà, lorsque malheureusement l'inévitable se produit dans la ville, il reste piégé lui aussi dans la ville et traque les survivants au lieu d'essayer de les aider. On a ensuite un personnage fort sympathique. Ici, il s'agit donc du policier. Le premier policier que vous allez rencontrer, il s'agit de Marvin. Marvin Branagh, qui est en fait le seul survivant quand vous arrivez dans le commissariat. Il vous donne une carte vous permettant de déverrouiller donc certaines portes électroniques. Et quand vous le revoyez, malheureusement, ce pauvre personnage s'est transformé en zombie. Donc vous avez sa version zombifiée. Il faut savoir que là aussi, dans la version 1.5, cette fameuse version qui a été annulée, eh bien c'est un personnage principal, plus qu'il allait jusqu'à la fin avec Robert Kendo. Donc là, on a vraiment de la chance, ils nous ont livré deux figurines, version zombie et version classique. Et après, on a, alors là c'est encore plus marrant, Brad Vickers. Alors Brad Vickers, on a sa version normale et sa version zombie. Dans Resident Evil 1, Brad Vickers, vous ne le voyez pas, c'est juste le pilote d'hélicoptère très lâche qui, lorsque le squad de pseudo-militaires est attaqué dans la forêt, s'échappe et les abandonne. Et donc on voit une petite scène, no Brad, enfin bon bref. Résultat, il les laisse se démerder et puis les pauvres, voilà, ils n'ont plus qu'à se réfugier dans le manoir. Bien là, on nous a donné la figurine et on le fait jouer dans certains scénarios ou dans le mode joueur contre joueur.
Dans Resident Evil 2, on retrouve Brad à une condition, vous commencez un scénario et vous devez impérativement atteindre le commissariat sans prendre d'objet. C'est-à-dire juste utiliser votre équipement de départ. Donc c'est très facile à faire, hein, surtout qu'il n'est pas difficile Resident Evil 2, contrairement à ce qui avait été dit dès le début. Et quand on y arrive, quand on rentre dans la cour du commissariat, dans une espèce de renfort souterrain, sous l'espèce de ponton qui donne dans l'entrée principale, eh bien il y a le zombie de Brad Vickers qui est équipé d'un gilet pare-balles, donc très très difficile à tuer. Il nous donne une clé spéciale. Cette clé spéciale nous permet d'ouvrir une armoire dans un endroit de sauvegarde. Et à l'intérieur, il y a des tenues supplémentaires avec des nouvelles armes. Et on va y revenir parce que justement, les tenues supplémentaires et les nouvelles armes, les figurines, elles existent aussi, spéciales pour le Kickstarter. Voilà donc pour cette extension Survival Horror. Et vous voyez que les 3 boîtes qui vont être traduites en français, si vous êtes fan de la saga, eh ben, elles ne contiennent pas tout le bestiaire. Et là, c'est terrible parce que quand on est fan, on n'est pas content et on veut la totale. Donc, Resident Evil 2, pardon, la boîte de base, le Survival Horror et la boîte des Babyface, on est déjà à 160 € pour 3 boîtes. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir acheter? Il va falloir acheter ces 2 petites boîtes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces 2 petites boîtes? La suite des mutations du virus G sur la figurine de William Birkin ou du virus G classique. Alors vous voyez, je vais ouvrir les deux en même temps, comme ça vous allez voir la différence. Vous avez à nouveau des scénarios et des nouvelles tuiles pour cette extension-là. Donc c'est quand même pas mal. Ah pardon, il n'y a pas de scénario, il y a juste une nouvelle tuile avec des figurines de boss supplémentaires. Voilà, je ne vais pas me tromper. Alors, nouvelle tuile pour encore agrandir le laboratoire, donc ça veut dire aussi que cette tuile n'était pas dans la boîte de base et tout ce que vous venez de voir, donc il va falloir continuer d'acheter pour pouvoir avoir. Ça c'est le 3e point néfaste de ce jeu, c'est qu'il faut acheter tout. Malheureusement on n'a pas une grosse boîte dans laquelle il y a tout, et là c'est un peu dommage. Donc du coup ça devient compliqué. Alors on retrouve donc une mutation de William, qui normalement est dans un scénario, je sais plus, je crois que c'est scénario 2, puisque dans le scénario 1, lorsque vous faites le scénario 1, vous allez rencontrer William avec une barre de fer qui est dans l'autre boîte, juste à côté, qui est ici, vous voyez. Et donc après, il y a une mutation, il devient comme ça. Là, vous allez rencontrer la mutation finale du scénario 1, que vous allez affronter. Vous avez les cartes donc pour gérer les matrices des boss avec les nouveaux objets pour pouvoir l'affronter de façon équitable. Voilà, donc ça c'est la première petite boîte. Et dans la deuxième boîte, hop, donc vous voyez ça fait déjà pas mal. Hein. Dans la deuxième boîte, donc on a la mutation finale du virus G qui vous attaque dans le train, dans le scénario 2. Elle est énorme. Donc bon, facile à peindre peut-être, il y a beaucoup de détails, il y a des yeux, etc. etc. Donc voilà, les cartes qui régissent donc les 2 boss, et la fameuse version de William Birkin, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça, normalement, vous le rencontrez en scénario 2, si je me souviens bien. Donc il est très dangereux avec sa barre de fer, il peut vous tuer d'un coup. Donc il fallait faire attention. Voilà, donc là, si vous avez ces 2 boîtes, vous avez forcément l'intégralité des figurines du virus G et du virus T en partie, on va dire, parce que là aussi il manque encore des choses. Hop, j'ai oublié de mettre voilà, le petit truc en plastique pour protéger. Voilà, donc ça prend beaucoup de place. J'en ai vu sur internet qui ont commencé à faire des coffrets spéciaux pour pouvoir tout ranger d'un coup. Je crois que je vais faire pareil parce que franchement ça sert à rien de faire 50 000 boîtes comme ça. On n'a pas assez de place à chaque fois, c'est énorme. Alors on continue. Dans Resident Evil 1, on avait des mécaniques empruntées à Alfred Hitchcock, à savoir les corbeaux zombies qui attaquaient tout d'un coup avec une musique tonitruante. Et on avait aussi des petits clins d'œil avec les dents de la mer, avec un requin géant, etc., etc. Donc là on a une petite extension qui s'appelle Murder from Above, donc voilà, les assassins du ciel, voilà, ou venant d'en haut, choisissez la traduction que vous souhaitez. Dans tous les cas, on a donc les fameux corbeaux, et on a l'espèce de monstre papillon qui est un mini-boss qu'on rencontre dans le laboratoire, donc à la fin. Et donc on a un scénario supplémentaire là-dedans, ce qui est pas mal, mais il n'y a pas de tuiles. Donc on se retrouve avec les tuiles à utiliser de tout ce que vous avez acheté précédemment. Donc là on se retrouve avec des jolis cadavres au sol, picorés par des corbeaux zombies.
Voilà, donc on a vraiment galéré. On a harcelé Sherwin durant la campagne pour qu'il nous sorte des figurines de corbeaux parce que c'était pas prévu. Et ça non plus, c'était pas prévu. Alors heureusement que tout le monde a misé dessus, on a pu débloquer pas mal de choses. Je vais rappeler quand même un truc que personne n'a souligné, c'est que c'était vraiment une campagne participative. Quand on a vu les probabilités sur les dés, on en a fait part à Sherwin, il a essayé de corriger le tir. Quand on a vu qu'il manquait des figurines, on a fait la même chose, il a corrigé le tir. Quand on a demandé telle ou telle chose, il nous a vraiment écouté et il a élaboré au fur et à mesure de ses démos une version définitive. Bon voilà, c'est sa vision du jeu, c'est pas plus mal. Moi je le trouve beaucoup mieux qu'un zombicide, comme je vous l'ai dit. C'est surtout pour le bestiaire et parce que je suis fan de cet univers. Alors oui, Resident Evil a lancé la mode des zombies, enfin en tout cas l'a bien relancé. C'est cash. Mais on peut dire que franchement, on attendait depuis des années d'avoir un jeu Resident Evil 2. Je dirais même qu'ils auraient dû commencer par le premier et puis enchaîner avec le 2 puis le 3. C'est dommage, peut-être que ça viendra, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est une très très bonne nouvelle pour les fans. Et puis ça permet de créer soi-même ses aventures, etc. Donc comme vous l'avez vu, le jeu de base, les scénarios 2, la petite boîte Survival Horror, les figurines supplémentaires avec des morceaux de tuiles pour le virus G et puis pour les corbeaux avec un mini-boss. Donc on va passer à une grosse boîte qui contient pas grand-chose. Elle est énorme, elle est aussi grande que la boîte de base. Et pour cause, elle contient l'alligator géant. Alors l'alligator géant, c'est un monstre que vous allez rencontrer dans les égouts. Donc vous avez la figurine que je vais vous montrer, à nouveau les scénarios donc, pour les égouts. Donc on complète au fur et à mesure tout le jeu, hein, commissariat, rue extérieure, l'usine, etc., etc. Et donc on a de nouvelles tuiles. Donc il faut à nouveau acheter cette boîte pour pouvoir, voilà, vous allez avoir là, par exemple la piscine des égouts, hein, les fans du jeu reconnaîtront, voilà, enfin, difficilement, il faut vraiment zoomer, parce que derrière, vous voyez, c'est tout noir et c'est un peu dommage. Voilà, donc là, des nouvelles tuiles, couloirs, pièces, passages, etc. La figurine géante de l'alligator. Donc vraiment de bonne facture. Alors il y a des petits trucs comme ça là sur les côtés où il a fallu que j'utilise le scalpel pour enlever. Rien de bien méchant avec la râpe, etc. On arrange forcément la figurine une fois sous couché et peinte. On verra rien du tout. Par contre pour moi ça va être une vraie galère. Je vais enlever tous les socles de toutes les figurines pour les mettre sur des socles transparents et avoir comme ça quelque chose de plus immersif. Donc des nouveaux objets, des nouvelles cartes pour gérer le mouvement et les attaques de l'alligator géant qui peut vous gober d'un coup. Une très bonne extension, il n'y a pas à dire. Nécessaire si on veut la totale sur Resident Evil 2, ce qui est un peu logique. Maintenant, bon, j'ignore le prix sur le magasin actuel de la société anglaise. Je ne sais pas si cette extension sortira comme celle que j'ai montrée précédemment, les trois autres là, hein, donc les deux malformations du virus G, les deux petites boîtes ainsi que les corbeaux, ça on ne sait pas si ça va sortir, donc peut-être qu'il y aura, je sais pas moi, un livret, juste un livret avec des cartes et puis qu'on pourra acheter sur le magasin, voilà, mais ça ferait un double achat, je ne sais pas, franchement je ne sais pas trop comment ils vont gérer la chose. Est-ce que ça va être un grand succès? Il y a 2000 boîtes en précommande, je pense que bon voilà, à un moment donné il faut s'interroger sur les besoins des joueurs, parce que bon, autant de boîtes ça fait beaucoup. Alors ensuite on va continuer parce qu'on est dans le thème des égouts. Alors dans le jeu Resident Evil 2, on a la possibilité de jouer un scénario supplémentaire qui est en fait un parcours du combattant avec un personnage qui s'appelle Hunk, qui a récupéré le virus et qui doit le remettre à la société Umbrella. Donc il part des égouts et il doit remonter jusqu'en haut du commissariat. Donc ils ont fait une extension là-dessus. Pour pouvoir débloquer ce personnage, c'était très difficile. Il fallait finir le jeu sans sauvegarder, donc sans mourir, en moins de 2h30, sans utiliser de spray de secours. Bon, c'était largement faisable en fait. Hein. Donc quand tu nous disais que c'était très difficile, ça l'était pas. Donc on débloquait au bout de 3 fois je crois le scénario, donc là il y a des petits scénarios voilà, et ça inclut que 2 figurines, à savoir celle de Hunk qui est le personnage supplémentaire, et ça inclut la figurine de Tofu. Alors en fait il fallait terminer 6 fois le jeu en moins de 2h et 2h30, enfin bon bref, pour voir le même scénario que Hunk, sauf que c'était un morceau de tofu avec un couteau. Donc là c'était un pur délire
de Capcom, et bon, voilà, ils ont inclus ça. Alors, il y a l'affiche du personnage. Il y a des nouvelles tuiles, et je vous disais, les égouts, oui, il y a plein de tuiles sur les égouts, sur l'usine, bref, les lieux qu'il va devoir traverser. Il y en a tout plein, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'il faut tout acheter. Alors il y a des jetons aussi, comme vous voyez, ils ont subi aussi le même lifting, hein. C'est sombre, on voit pas bien, donc là aussi des joueurs ont proposé en impression 3D des bâtons de dynamite, etc. sur internet. Voilà, on a les murs qui sont de vulgaires morceaux de carton, là c'est du foutage de gueule, par contre c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé qu'ils trouvent un autre système plutôt que ça. Bon, on a les cartes, les objets, donc une extension qui s'avère nécessaire si vous souhaitez vraiment avoir la totale, comme moi, hein. Donc voilà. Alors, c'est quand même, si je compte bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la 8e boîte consacrée à Resident Evil 2. Donc on a énormément de choses. Certes, mais c'est tout disséminé dans des petites boîtes, et c'est ça le fameux troisième défaut, hein, c'est que ce marketing qui vous oblige, quand vous êtes fan, à tout acheter. Alors après, qu'est-ce qu'on avait? Et c'est là où ça devient plus intéressant. On a les Monster Box 1, 2, 3. Des petites boîtes dans lesquelles on va retrouver soit les zombies, soit les créatures, etc. Donc là, on a les créatures zombies. Et là, on a une petite boîte qui est fort intéressante pour ceux qui n'ont pas participé à la campagne, parce qu'il y a les flics en feu. Voilà, je vais réussir à en sortir un. Donc les flics qui étaient en flammes, qui sortaient des flammes et qui vous fonçaient dessus, c'est vraiment très bien. On se retrouve avec d'autres zombies policiers. Il est quand même naturel dans un commissariat de trouver des policiers, des zombies civils. On a donc des zombies policiers qui sont ici, voilà, avec les casquettes. Ils ont un peu le look années 70, c'est assez rigolo. On voyait ça dans Starkey Hutch avec ces espèces de casquettes bérets. On a des moitiés, alors des zombies rampants. Donc là, franchement, ça vaut le coup. Et on a des moitiés de zombies, parce que quand on tire au fusil à pompe, on peut couper en deux, ou au lance-grenade, on peut couper en deux des zombies. Donc il y avait une moitié, la partie supérieure, qui continue de ramper pour vous attaquer. Et voilà, là vous avez vraiment ce type de zombies, c'est vraiment génial. Voilà, et puis après vous avez cette catégorie de zombies. Bon, alors censure oblige, ils ont été obligés de mettre un slip. C'était les zombies nus, les cadavres qu'on trouvait dans le laboratoire et qui nous attaquaient. Voilà, donc vous voyez, petite extension où il y a quand même 12 zombies, plus 4 qui sont au sol, qui rajoutent énormément de nouveautés et qui répondent à leurs propres règles. Donc là aussi, c'est quand même assez intéressant. Ça s'appelle Monster Box 1, et moi, je vous la conseille. La Monster Box numéro 2, tout comme la 3 d'ailleurs, contient en fait des monstres que vous avez déjà dans la boîte de base, donc à savoir les chiens zombies, 4 nouveaux, 2 autres liqueurs et 2 autres liqueurs évoluées. Donc vous complétez la boîte de base et en même temps la première extension, les fameux B-Files, les scénarios numéro 2. La Monster Box 3, elle, quant à elle, complète donc les autres extensions avec les araignées et les monstres plantes. Voilà, donc quand vous avez un scénario où vous souhaitez plus d'araignées, plus de plantes, et bien voilà, donc pour moi c'était quand même essentiel d'avoir, même si elles sont identiques, des figurines en plus. Alors vous allez voir que ces Monster Box, il y en a qui n'ont pas de chance, surtout ceux qui n'ont pas participé au Kickstarter, parce que ils ont raté pas mal de choses. Alors avant d'y arriver, on va regarder les 2 autres boîtes qui sont des accessoires. Alors là, il y a une très très belle surprise pour les fans de Zombicide aussi, parce que vous pouvez acheter cette boîte. Vous avez ici une vingtaine de portes, 4 modèles différents qui s'ouvrent avec des socles, et elles sont vraiment géniales. Alors oui, il faut râper au cutter là et râper un petit peu. Une fois peinte, comme j'ai dit, ça se voit plus. Vous avez les portes en métal, vous avez les portes en bois, vous avez les portes de laboratoire de train aussi, voilà. Et je sais plus où est le 4e modèle, mais il doit être par là. Oui, celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là non plus. Enfin, bon, je sais plus. Il y a 4 modèles. Alors attendez, ça c'est les portes en bois. Ça, je crois que ça doit être ces portes-là. Voilà, ce sont ces portes. Donc vous avez 4 modèles x 5, donc 20 portes qui s'ouvrent. Franchement, là, ça vaut le coup. Cette extension donne enfin de la 3D dans le jeu, en plus des figurines. Donc moi, je vous la conseille. Surtout qu'elle peut vous servir pour un zombicide ou autre. Donc là, il faut foncer, il ne faut pas chercher à comprendre, hein. Voilà, donc là c'est une petite boîte aussi, et vous voyez que là il n'y a pas besoin de traduction française, donc on s'en fout. Vous avez aussi celle-ci, donc elle s'appelle le 3D Terrain Upgrade Set.
Donc vous avez des cadavres au sol, vous allez fouiller les cadavres, ou alors vous avez des cadavres qui vont s'animer. Ils sont soit sur le ventre, soit sur le dos, sur le côté, enfin bon voilà. Vous avez des modèles différents. Franchement, c'est une extension qui pour moi rajoute un peu plus de réalisme sur le plateau de jeu. Quand vous savez qu'il y a un cadavre dans la rue et qu'il faut aller le fouiller, il y a toujours un peu d'appréhension, est-ce qu'il va se réveiller ou pas? Et ben là vous lancerez le dé, vous regarderez la table de hasard. Bon, on est un peu sur du Advanced Hero Quest, hein, c'est pris. Alors après on a les coffres à objets dans lesquels vous pouvez rajouter les objets. Bon, c'est assez basique, hein, il n'y a pas besoin de se tergiverser là-dessus. Et vous avez les rubans encreurs, donc pour simplifier un peu la partie, rafraîchir un peu avec les rubans, qui étaient en fait les machines à écrire plus rubans, les sauvegardes du jeu Resident Evil. Et bien, ça vous permet donc, non pas de sauvegarder votre partie telle qu'elle, mais de vous attribuer des continues, enfin bref. Il faut voir les règles du jeu, c'est quand même assez fort sympathique. Donc cette extension, je vous la conseille aussi, dans le sens où vous aurez un peu plus de 3D, de réalisme sur le plateau de jeu. Voilà, le plateau de jeu très sombre. Ah, oui, j'insiste et je vais continuer d'insister. J'espère que l'éditeur français va pas trembler avec cette annonce, mais bon, c'était quand même quelque chose d'assez visible et qui faisait mal. Donc là, on va parler de la boîte que vous avez, qui contient en fait tous les bonus du Kickstarter. Donc ceux qui ont participé à la campagne, ils ont une chance monstrueuse parce qu'ils vont avoir les monstres de la Monster Box 1, c'est-à-dire les flics zombies qui sont enflammés ou pas, avec leur casquette là. Ils vont avoir les zombies nus ou quasiment nus du laboratoire, ceux qui sont vraiment redoutables, d'ailleurs leur morsure faisait super mal. C'est un petit truc qui avait été modifié sur la fin dans le code du jeu de base. Vous avez donc les policiers classiques, hein, avec vraiment les tenues, les illustrations, tout est respecté de l'univers de Resident Evil 2, j'adore. Vous avez les figurines supplémentaires, alors on a Léon avec le fusil à pompe, donc ça fait plaisir. On a Claire ici avec le lance-grenade, pardon, avec le pistolet de cow-boy et sa tenue de cow-boy. Donc ça c'était une tenue particulière qu'on débloquait en utilisant la clé que le zombie de Brad Vickers nous donnait. C'est ce que je dis tout à l'heure. Là c'est de la fantasy pure et dure, donc c'est notre armurier avec son magnum. Donc normalement lui il est censé mourir dès le début, mais bon on peut l'utiliser. On a là aussi de la fantasy pure et dure avec Ada l'espionne qui a une arbalète. Normalement c'est Claire qui devrait avoir une arbalète, donc là je pense qu'il y a eu un raté quelque part. Ou alors on n'a pas eu assez d'argent pour débloquer malheureusement la figurine, peut-être qu'elle viendra plus tard en boutique, j'en sais rien. Donc là on a Claire avec le lance-grenade, donc voilà, qui est une arme basique qu'elle utilise, contrairement à Léon qui lui utilise le fusil à pompe. De toute façon les armes ne sont pas dans les mêmes scénarios, enfin bon voilà, mais là tout le monde peut l'utiliser, sauf que chacun a ses restrictions. Donc là on a encore Léon avec le fusil, une tenue un peu paramilitaire. C'était d'ailleurs assez classe quand on jouait, parce qu'il tenait le flingue de côté et puis il tirait, et c'était beaucoup plus rapide que le pistolet de base modifié. Donc bon, c'est franchement un super clin d'œil. Et on a surtout la figurine de Léon avec les bandages. Quand il se fait attaquer par l'alligator dans les égouts, il est blessé, Ada le soigne, et puis à partir de là, voilà, donc là il est équipé du Magnum. Franchement un super clin d'œil au jeu, on ne pouvait pas faire mieux. Donc cette boîte, malheureusement, vous pouvez lui dire adieu, puisque c'était vraiment les bonus de campagne. Donc ça veut dire que soit ils feront un pack de figurines supplémentaires s'ils veulent bien le faire, sinon il n'y a que ceux qui ont participé à la campagne qui auront droit à cette boîte, avec ces figurines particulières. Dans tous les cas, vous retrouvez une partie des figurines standards, donc les zombies qui rampent au sol, les zombies du laboratoire et les zombies flics, que vous retrouvez donc dans la boîte Monster Box 1. Après, nous avons une extension qui a fait parler d'elle, et c'est la dernière. Alors celle-là, elle a fait parler parce que tout le monde a craché dessus. Ouais, il y a un rétro pack, etc. Vous avez vu le design, plus ou moins, des cartes très rapidement, je ne l'ai pas montré, mais bon, voilà. En fait, cette extension, parce que quand la campagne est sortie, il faut bien comprendre que, mis à part les images des figurines, on ne nous a pas montré ce qu'il y avait à l'intérieur. Personne ne savait à quoi ressemblaient les tuiles, etc. Il a fallu attendre les premières démos une fois la campagne terminée. Et on avait cette extension qui s'appelle le Retro Pack, qui proposait le design du jeu vidéo lui-même. En fait, elle contient beaucoup plus. Et vous allez voir, ça fait râler là aussi pour ceux qui l'ont passé à la trappe. Alors, j'ouvre la boîte. Et qu'est-ce qu'on a? On a donc un petit bouquin sur le Retro Pack, qui vous fait le récapitulatif de toutes les tuiles et extensions du jeu.
ainsi que les cartes, qui vous donnent donc des indices sur comment placer les nouvelles tuiles avec le rétro design dans les scénarios de telle ou telle aventure. Mais surtout, donc, on repasse à la moulinette toutes les cartes. Donc, là où ça commence à énerver, c'est que vous avez encore des tuiles qui remplacent certaines tuiles, voire qui sont plus proches du design original du jeu. Donc là, c'est un peu plus clair. On voit bien la boutique de Robert Kendo où il se situe là, il vous menace. L'entrée était ici, la vitrine était là et les zombies rentraient par là. Et vous échappez par la porte ici. Normalement, c'est la première pièce du jeu que vous avez quand vous commencez le jeu vidéo. Et bien là, on a quelque chose qui se rapproche plus du design original. Derrière, on a une salle du générateur où il y a un combat avec Mr. T normalement. Hein, donc voilà. Et on se retrouve avec des passages, des rues, des trucs qui n'étaient pas dans le jeu de base. Voilà, donc bon, encore une nécessité, voilà, là par exemple vous avez la rue avec les voitures incendiées, c'est là où vous débutez et vous traversez normalement, si je me souviens bien, en faisant ça comme ça et ça comme ça, voilà, et on arrivait à la boutique de Robert Kendo qui était ici, voilà, et placée comme ça. Voilà, donc vous voyez, il y a quand même des éléments que certains vont regretter. Ensuite, donc, on a pareil une autre illustration pour les escaliers. Bon, c'est un petit peu, voilà, une porte. Alors, comme je vous expliquais, on voit rien. Il faut regarder bien pour voir. Avec les reflets, c'est pas génial. Et puis, sur fond sombre, franchement, c'était pas une bonne idée. Alors, j'ai pas trop compris. On met des boîtes blanches et puis on sort quelque chose de sombre. Il fallait mettre plutôt des illustrations sur fond blanc. Ça aurait été plus clair. Donc là, vous avez le fameux design. Alors, vous voyez que j'ai pas joué avec. Je les ai pas ouvertes. Donc, le fameux design original. Avec cette espèce d'écran bleu, de fond bleu, quand vous ouvriez le menu du jeu vidéo, c'était plus ou moins pareil. Donc là franchement je trouve que ça donne mieux que les cartes du jeu de base. Donc pour moi je préférais l'avoir. Voilà. Semblant de rien, donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 boîtes pour Resident Evil 2. Du jamais vu, même Deep Madness, il n'y a pas autant de boîtes. Bon, écoutez, si vous êtes fan, vous allez foncer comme je l'ai dit à maintes reprises dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas fan, vous allez peut-être y jouer comme ça et puis vous direz ouais bof, voilà, je ne vais pas m'investir plus. Dans tous les cas, pour moi, c'est quand même pas mal parce que ça me permet d'avoir d'un coup toutes les figurines de Resident Evil 2. Alors quand je dis toutes, c'est pas toutes, hein, on n'a pas eu les cafards géants qui sont dans les égouts, on n'a pas eu je sais plus quoi, mais si on y réfléchit bien, il manque une ou deux figurines. Des figurines alternatives aussi, il nous en manque. Voilà, donc j'espère que ça vous a éclairé un peu sur le contenu de Resident Evil 2. Foncez sur la précommande si vous êtes intéressé, parce que l'éditeur français n'a que pour le moment 2000 boîtes, comme je le disais tout à l'heure. On espère vraiment que le succès sera au rendez-vous pour qu'on puisse avoir dans quelques mois les versions. Donc françaises. Voilà, il y avait tout ça, donc c'est quand même assez énorme. Tout ça pour Resident Evil 2. Voilà, avec toutes les petites boîtes ici. Allez, j'espère que la vidéo vous a plu. Ça vous a donné une grande idée de tout ce que vous pouvez trouver là-dedans. Pour les règles, vous voyez avec d'autres personnes qui veulent s'amuser à montrer les règles ou les parties ou quoi que ce soit. Moi, en tout cas, j'ai répondu aux questions de tous les membres du forum qui m'ont demandé maintes fois. Et voilà, et c'est la fin de cette vidéo. Ciao, ciao!